Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous retrouver le temps de cette petite vidéo. J'aimerais vous donner un peu des nouvelles. Je suis toujours actuellement au Maroc et toujours dans ma deuxième année de deuil. Donc si vous êtes de passage sur cette chaîne, soyez les bienvenus. J'ai créé cette chaîne pour parler du deuil de ma soeur jumelle. Du fait qu'on soit séparés par la mort, mais aussi de comment est-ce que je peux faire pour survivre en fait à cette séparation. Voilà. Je vous laisse regarder toutes les vidéos que j'ai pu poster jusqu'à présent. Vous verrez que j'ai été quand même très très régulière. La première année de deuil, c'était l'année dernière. Et cette deuxième année, c'est un peu plus compliqué pour moi. D'ailleurs, c'est un peu l'objet de cette vidéo. Alors bien sûr, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre un pouce sur la vidéo et également utiliser l'espace des commentaires pour nous raconter votre histoire. Alors effectivement, c'est un peu l'objet de cette vidéo, c'est que ça fait un moment que je pense à vous, ça fait un moment que j'ai envie de vous parler et je me rends compte que ça ne s'améliore pas. Déjà dans les précédentes vidéos que j'ai postées là, les toutes dernières, à plusieurs reprises, je vous ai dit que j'avais du mal à parler, que je recommençais à retrouver ça vraiment très difficile pour moi de me poser devant la caméra et de vous parler. J'ai l'impression que je suis en train de stagner dans une étape qui est très très inconfortable dans le deuil et dans cette étape-là, j'ai beaucoup de mal en fait à communiquer. Donc aujourd'hui, j'avais presque envie, je vous le dis sincèrement, j'avais presque envie d'enregistrer cette vidéo et de vous dire pendant un certain temps, vous n'allez plus me voir sur cette chaîne. Le monde continue de tourner, bien évidemment, et votre vie ne va pas être affectée par rapport à ça. Mais je voulais vous le dire parce que je me suis dit, je suis vraiment pas régulière. En fait, c'est pas du tout que je pense pas à vous, je pense pas à tout ce qu'on a pu échanger sur cette chaîne. Je sais pas ce que j'ai, je suis vraiment bloquée dans le silence. Je suis bloquée à l'intérieur de moi et je vois que le temps passe et que moi, j'arrive pas à évoluer. Alors j'ai lu les commentaires que vous m'avez fait, j'ai vraiment beaucoup apprécié, toujours pareil, je suis toujours tellement contente de vous lire. Vous n'imaginez pas à quel point ça m'aide, à quel point ça me fait du bien, à chaque fois que vous mettez un petit commentaire, un petit soutien, ou encore mieux, quand vous me parlez de vous, quand vous me parlez de votre vie, de ce qui vous est arrivé, de votre épreuve du deuil ou de la maladie. À chaque fois que vous partagez quelque chose avec moi, c'est merveilleux pour moi. Et pourtant, ça ne se voit pas tellement parce que, vous voyez, je mets du temps à répondre à vos commentaires et c'est vraiment pas du tout parce que je m'y intéresse pas. Mais je suis bloquée là, dans une phase où j'ai l'impression que j'arrive plus à parler. J'arrive plus à parler pour la simple et bonne raison que je souffre, en fait. Je suis dans un état, j'ai l'impression de baigner au quotidien. Mais quand je dis quotidien, c'est toute la journée, mais aussi la nuit. J'ai l'impression que je suis en train de baigner dans la douleur maintenant. Alors, c'est surtout de la tristesse, évidemment. Il n'y a pas beaucoup de colère. Ça arrive quand même. Il y a des moments où j'ai des remontées de colère, comme ce matin. Je vous donne un exemple. Je suis tranquillement en train de me reposer. Je viens de prendre le petit déjeuner. Voilà, je suis bien, au calme, comme ça. Et au bout d'un moment, j'ai le film qui se met en route dans ma tête. Et là, c'était un chapitre parmi tous les chapitres que j'ai vécus lors de la maladie de ma soeur jumelle, ou de sa mort, de ses obsèques, etc. Et là, aujourd'hui, ce matin, c'était un épisode qui était à l'hôpital. Le séjour qu'elle avait fait à l'hôpital, donc à l'hôpital de Lorient, elle avait été hospitalisée pendant 2 mois et demi. Et elle avait vécu du harcèlement moral là-bas par le médecin-chef en fait. Elle avait déposé une plainte, elle avait fini par réussir à la faire enregistrer, parce qu'évidemment ça n'a pas été simple. Elle a changé d'aile de l'hôpital, c'est-à-dire de chambre et donc de médecin référent. Et pourtant, sa situation n'a fait que empirer, pas elle, pas sa maladie, au contraire, elle allait beaucoup mieux. Mais le rapport en fait avec le corps médical. Et donc ce matin j'étais en train de me revoir en fait le film. En fait je vous donne voilà un exemple de ce qui s'est passé. C'est que
La médecin qui avait repris donc le cas de ma sœur, puisqu'elle avait demandé à changer de médecin, nous avait apparu comme quelqu'un de super sympa. Et je pense réellement qu'elle est super sympa, excepté quand elle a découvert ce qui s'était passé et pourquoi elle recevait cette malade. Et il y a une espèce de contrat de fidélité entre les médecins qui est abominable. Et à partir de là, elle a changé de comportement. À partir du moment où elle a eu les informations, on a vu une autre personne prendre place. Voilà, donc ça, à la rigueur, ok. Et ce jour-là, en fait, ma sœur avait supplié pour qu'elle puisse faire une prise de sang qui permettait d'avoir les marqueurs, en fait, du cancer du sein. Et évidemment, la médecin a fait tout ce qu'elle pouvait pour refuser. À partir du moment où elle a retourné sa veste, où elle n'était plus du tout dans l'idée d'aider ma sœur, mais de lui mettre des bâtons dans les roues, et donc a refusé. Ma sœur lui a expliqué que son médecin traitant, à ma sœur jumelle, avait normalement le droit et le pouvoir de continuer à faire ce qu'elle avait prescrit. Et elle s'était mise d'accord, en fait, la médecin traitant avait demandé à ma sœur de faire des prises de sang toutes les 2 semaines pour avoir un suivi de son état. Étant donné qu'elle était au courant que ma sœur jumelle ne suivait pas de protocole allopathique, chimique, moderne, puisque la maladie qu'elle avait avec une métastase osseuse était considérée comme incurable, donc ma sœur avait refusé le traitement en expliquant qu'elle allait choisir d'autres voies de médecine en médecine naturelle pour essayer d'améliorer sa qualité de vie et peut-être même allonger son temps de vie et pourquoi pas guérir. Alors là, je souris, mais je souris parce que j'ai envie de hurler de douleur et de colère. C'est un faux sourire. C'est juste pour vous dire que ce que je viens de dire, ce sont des mots interdits. Voilà. Dans le monde médical que j'ai côtoyé, donc il n'y avait pas que l'hôpital de Lorient, il y avait aussi Marie Curie à Paris, hein, et il y avait aussi l'hôpital Gustave Roussy en Île-de-France. Donc il y a quand même 3 instituts réputés malgré tout. Même réaction, hein. Donc c'est pas un cas isolé, un endroit, c'est quand même 3 exemples d'endroits où il ne fait pas bon de dire que vous avez l'intention d'améliorer votre vie ou de faire quoi que ce soit en ce qui concerne avec, je veux dire, la médecine naturelle. À partir du moment où vous dites ça, vous prenez les plus gros risques qui existent au monde, c'est-à-dire que on vous laisse pas tranquille, simplement. Allez, crevez dans votre coin, croyez à vos histoires de vaudou et compagnie, ok. Vous êtes des crétins, ok, ça aussi on peut le supporter. Non, 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 ils s'arrêtent pas à ça. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour abîmer, en fait, abîmer ce qu'il vous reste de vie et de vitalité. Par le harcèlement moral, par l'interdiction d'avoir accès à certaines choses médicales, en refusant de vous accepter dans certaines institutions. Et j'ai tellement d'exemples que il faudrait que je vide ma tête. Mais donc voilà, je reviens sur mon exemple. C'est que là, elle a fini, ma sœur, par obtenir l'autorisation de faire une prise de sang de suivi. Elle ne savait pas à l'époque que ce serait la toute dernière. Parce que derrière, ils ont absolument interdit qu'elle fasse ça pendant toute l'année qui a suivi derrière. Ma sœur n'a pas eu l'autorisation de faire des scanners, des prises de sang, quoi que ce soit qui puisse nous donner une idée de l'évolution de sa maladie ou de sa guérison. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce jour-là, la médecin qui jouait encore sur un double tableau en faisant croire qu'elle était super sympa, machin, bah, elle s'était un petit peu trop avancée. Donc elle ne voulait pas paraître tout de suite le monstre qu'elle a été après, en disant ben non, je vous interdis de faire des prises de sang. Ce qu'elle a fait après, hein, en fait. Mais donc là, elle était encore en train d'hésiter. Donc elle a autorisé une prise de sang. Ah, dommage. Pourquoi? Parce que la prise de sang a montré un résultat absolument extraordinaire. Une chute des taux à un point, mais vraiment plus que conséquent. C'était incroyable.
J'ai plus les chiffres en tête parce que j'ai perdu la mémoire, mais j'ai encore tous les dossiers médicaux de ma soeur jumelle. Donc, il suffit que j'aille voir. Il n'y a pas le moindre doute, les chiffres sont là, en fait, noir sur blanc. Et donc, moi, ce jour-là, je viens voir ma soeur à l'hôpital et je suis tellement heureuse. En fait, pour vous dire, la tumeur au sein, en fait, elle avait diminué au point d'être la taille d'un petit pois. C'est-à-dire même pas de la taille d'un pois chiche. Hein. C'est un petit pois, sachant qu'avant, elle était beaucoup plus grosse. Donc, c'est plutôt ce qu'on appelle un bon signe. C'est plutôt sympa. C'est plutôt encourageant. Ça ne veut pas dire qu'elle est guérie, ça ne veut pas dire quoi que ce soit. Ça ne veut pas dire non plus que la métastase osseuse à la hanche va être affectée positivement par ce résultat, mais un résultat est un résultat. Il est ce qu'il est, pas plus ni moins. Et là, quand la médecin arrive, et ma soeur, je la vois encore, et c'est ça, ces images de traumatisme que j'ai aujourd'hui, c'est que je la vois avec un espoir incroyable d'être en contact, d'avoir une vraie conversation avec ce médecin, cette femme, et lui dire juste la reconnaissance. Juste, vous voyez, j'ai fait des choses et aujourd'hui, on a un résultat. Ça veut bien dire quand même que j'ai fait quelque chose et que même si vous n'y croyez pas à la médecine naturelle, que pour vous, il ne s'est rien passé, que je n'ai rien mis en place et tout ce qui va avec, je ne vous demande pas d'être d'accord, je vous demande juste de vous réjouir du fait que ma tumeur au sein soit tellement réduite d'un coup, quoi. Pas d'un coup, mais à ces analyses-là. Et en fait, c'est là où j'ai vu la torture la plus ignoble. J'ai vu le manège de cette médecin. Elle s'est assise sur un fauteuil à côté du lit de ma soeur. Et puis elle a commencé à jouer un rôle en faisant d'un air tellement affligé. Moi, je me suis dit, mais c'est pas possible, elle a pas compris, les résultats sanguins ou quoi. On dirait qu'elle faisait la tête à l'inverse. Et je me suis dit, mais je suis folle ou quoi? Il faut que je regarde cette ordonnance. Mais non, il n'y avait pas d'erreur. Et je me dis, ça ne correspond pas. La tête qu'elle faisait par rapport aux chiffres qui étaient indiqués ne correspondait pas. Et donc ma sœur m'avait dit de ne pas prendre la parole parce qu'elle savait que j'allais m'énerver très très vite et très fort. Et elle voulait absolument, ma sœur était dans une démarche, je ne sais même pas où elle a trouvé la force. Elle voulait qu'il y ait elle voulait croire à la médecine intégrative. Voilà. Elle disait, on va finir par réussir à trouver un pont entre ces deux médecines. La médecine moderne, allopathique, chimique, et la médecine traditionnelle, ancienne, naturelle. Et elle y croyait vraiment. Et donc elle me disait surtout, ne te mets pas en colère, parce que moi j'étais vraiment hors de moi très très vite. Et j'étais à bout de nerfs aussi. Et quand je vois le cinéma que fait cette médecin devant moi, j'ai envie de la gifler. J'ai failli bondir de ma chaise pour bondir à son cou et l'étrangler, tellement j'étais énervée. C'était la colère. J'ai évidemment rien fait du tout. Je me suis tue et je suis tue. Vous voyez ce que je dis, hein? Je suis restée immobile sur ma chaise et je les ai écoutées toutes les deux faire ce cinéma devant moi. Ma sœur avec une petite voix, je voyais qu'elle était fragile et qu'elle lui disait, mais enfin docteur, je ne comprends pas si on lit bien les chiffres, ça a l'air plutôt d'être un bon signe. Pourquoi vous dites que vous faites cette tête? Et donc là, la médecin, elle fait, oui, oh, vous savez, on ne peut pas vraiment croire les analyses. Donc moi, j'avais envie de sauter encore une fois à la figure. Et ma sœur qui lui dit, mais si vous pensez qu'ils sont faux, peut-être qu'on peut les recommencer. Peut-être que oui, il y a une erreur complète. Je ne sais pas s'ils se sont trompés de personne, il ne s'agit pas de moi, ou alors ils ont carrément raté les analyses. Il faut recommencer, mais dans ce cas-là, recommençons. Vous voyez? Alors, c'est pas facile, hein. Vous êtes au fond de votre lit, vous avez le cancer jusqu'au cou, vous essayez de vous en sortir, vous prenez sur vous, vous parlez calmement, et vous avez une espèce de crétine de médecin en face de vous qui joue une comédie en disant que les chiffres ne sont pas bons et qu'il ne faut pas y croire. Donc ma sœur lui dit, on recommence les chiffres. Excusez-nous, mais l'ensemble de la France se base sur ces chiffres pour avoir une idée de l'évolution des tumeurs. Il n'y a pas que ça, bien évidemment, mais ça fait partie du protocole.
Et elle n'a pas voulu. Elle a dit non, non, ça vaut pas la peine de recommencer. Et là, je me suis dit, bon, là, vraiment, elle se moque de nous, quoi. À partir de là, on n'a plus jamais eu le droit de refaire des analyses. Sauf que, ce jour-là, ma sœur, je l'ai vue dégringoler devant moi. C'est-à-dire que avant que la médecin n'arrive, j'ai vu un sourire avec une lueur d'espoir, de joie. Vous savez ce que c'est quand vous faites des efforts et des efforts et des efforts et qu'enfin vous avez un résultat qui vous dit oui, tu as fait des efforts, on les voit. Ça ne veut pas dire qu'elle va être sauvée pour toujours, qu'il ne va pas avoir de rechute, tout ça, on ne discute pas ça, mais c'est juste que ce qui est écrit noir sur blanc est écrit noir sur blanc. Si c'est faux, l'erreur est humaine, c'est pas grave, on recommence. Ma sœur s'est éteinte à ce moment-là. J'ai vu son sourire faner sur son visage. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais hurler en lui disant « Mais cesse de croire. Pour moi, les charlatans, ils sont là. Ils sont dans cet hôpital. Ce ne sont pas des gens honnêtes. Ils font ce qu'ils ont à faire. Quand on les suit, quand on est complètement soumis à ce qu'ils disent et ce qu'ils font, à partir du moment où on prend une autre voie, ben là, j'ai assisté à quelque chose de malhonnête. Je ne demande pas à un médecin de médecine allopathique, moderne, chimique, de nous encourager dans notre voie, d'être sympa avec nous, de faire quoi que ce soit d'ailleurs. On ne demande rien. Mais là, on était coincés, on était à l'hôpital, on était obligés. Et je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas cette chaîne, elle s'est retrouvée à l'hôpital, non pas parce que « Ah, c'est sympa, l'hôpital est là. Ah, on a quand même besoin de l'hôpital. » Déjà, oui. Quand on parle de médecine intégrative, c'est bien l'idée. C'est l'idée d'utiliser les services en complémentarité des deux côtés de la médecine. Hein. Donc, ça ne veut pas dire cracher d'un côté en disant « Il n'y en a qu'une qui vaut la peine. » Non, c'est pas ça. C'est un truc complémentaire qui existe. Hein. Mais sur lesquels on n'est pas tombé, ma sœur et moi. Et la deuxième chose, c'est qu'elle n'est pas venue parce qu'elle avait, elle avait fait un truc, je sais pas quoi. Non, c'est parce qu'il y a deux pauvres types qui s'appellent ambulanciers, mais alors, je sais pas trop si on peut appeler ça encore des ambulanciers, qui se sont pointés chez ma sœur le jour où elle devait faire des scanners et des examens, justement, de contrôle. Elle s'était mise d'accord avec son médecin traitant et elle devait aller dans un petit laboratoire de ville sans problème. Sauf qu'ils sont arrivés, ils l'ont porté d'une façon absolument terrifiante. Donc ça, c'est encore un autre trauma que j'ai. J'ai encore cette vision de ce qui s'est passé. La façon dont ils l'ont porté, ils lui ont brisé le fémur. Je vous fais le raccourci parce que, bien sûr, vous allez avoir des questions. Vous dire, mais c'est pas possible, le fémur, c'est un os, blabla. Comment est-ce qu'on a pu porter quelqu'un et le mettre... Et on arrivait à briser son os. C'est ce qui s'est passé. Ça aussi, c'est documenté. Je n'invente rien. Et donc, elle se retrouve aux urgences. Avec une douleur, je vous laisse imaginer ce que c'est qu'une fracture. Elle se retrouve aux urgences. Et là, elle est prise en charge par le fameux médecin, médecin chef de service de médecine polyvalente de l'hôpital de Lorient. Et là, c'est là que tout dégringole. Donc, tout ça pour vous dire que des images comme ça, c'est ce qui me revient tous les jours. Alors là, je vous ai donné une des histoires. Je revois cette scène où je revois ce médecin, pour moi, espèce de médecin charlatan, là, espèce de monstre, là, cette femme qui regarde ma sœur et qui essaye de lui dire mais non, mais on t'a dit, t'as pas compris, tu vas mourir, t'es dans une maladie incurable. Ah bon, tu vas pas mourir tout de suite? Ouais, mais c'est pas grave, t'es qu'un légume, on va te mettre dans un coin, et puis si c'est pas suffisant, mais on va accélérer les choses, on va te bourrer de morphine, on va faire tout ce qu'on peut en fait, pour que tu te dégrades encore plus vite et encore plus vite. Mais non, mais ça c'est très gentil en fait, c'est pour abréger tes souffrances en fait qu'on fait ça. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé toute l'année qui a suivi. On a été harcelé par le médecin de l'HAD, l'hospitalisation à domicile, ça s'appelle l'HAD, qui bien évidemment a continué dans son contrat de fidélité avec le médecin,
chef de service de l'hôpital de Lorient, là, en médecine polyvalente. Et donc, on a eu le droit à toutes les traîtrises possibles, imaginables, pour détruire le moral, pour empêcher une kiné de faire son travail, pour empêcher le médecin en rééducation de l'Institut de Carpap à côté de pouvoir aider. Ils ont refusé aussi qu'elle puisse être intégrée pendant un séjour d'1 mois à Carpap, justement pour bénéficier d'une rééducation. Et je vous en passe. Toute l'année a suivi comme ça. Elle n'a eu qu'un seul choix, c'est d'atterrir aux soins palliatifs, puisque c'était ça l'objectif du médecin-chef depuis le début. Hein. Donc là, si vous êtes au courant, j'aimerais bien savoir combien il gagne, combien il y a d'argent derrière cette histoire, hein, parce que là, une telle motivation, j'en connais peu dans la vie, hein, on le dit toujours, il y a 3 motivations dans la vie qui sont perverses. Je parle de perverses, elles ne sont pas obligatoirement perverses. Il y a l'argent, le sexe et le pouvoir. Donc on ne me la fait pas. Hein. Enfin, quoi qu'il en soit, donc voilà. C'était juste pour vous dire que si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez vraiment avoir toutes les histoires, c'est vraiment... c'est nauséabond, hein, c'est vraiment nauséabond. Mais c'est comme ça ne changera rien aujourd'hui. Ma soeur est morte, elle a subi ce harcèlement, elle a subi ces mauvais traitements. J'étais à côté d'elle, j'ai subi ces traumatismes aussi. Je le suis encore aujourd'hui, moi je suis encore vivante et je ne peux pas refermer le deuil en fait, parce que c'est encore très très vivant à l'intérieur de moi. Donc voilà, c'est pour revenir vous dire qu'en ce moment, je pense que je suis sortie du déni et je commence à rentrer réellement dans cette phase d'horreur en fait, de prise de conscience. Et c'est vrai qu'il y a des moments où je suis complètement envahie par les larmes, par la douleur, par la tristesse, de plus voir ma sœur, de plus entendre sa voix, de ne pas la voir, de ne pas passer du temps avec elle. Donc ça, c'est vraiment un deuil comme tout le monde, il n'y a rien à dire là-dessus. Mais le reste du temps, j'ai ces traumatismes qui remontent à la surface. C'est quand je revois sa souffrance, quand je revois tout ce qu'elle a essayé de faire pour essayer de guetter un peu d'humanité chez ses médecins, ce corps médical, les infirmières de l'HAD, et tout ce qu'elle a reçu à la place de ça, tous les bâtons les bâtons dans les jambes qu'elle a reçus pour ne pas lui permettre d'aller bien, d'aller mieux, c'est ignoble en fait. Je suis profondément choquée par ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu, ce que j'ai vécu auprès de ma sœur. Je ne peux pas tourner la page comme ça. Et en ce moment, c'est ce qui se passe, c'est que je suis complètement imprégnée par les souvenirs, par le manque, par la douleur. Donc ça fait une espèce de magma général là, où je commence à rentrer dans une forme de léthargie, une léthargie mentale, une léthargie physique. Je la vois très bien. Je suis un peu submergée. J'ai le comportement de quelqu'un qui est vraiment tout en burn-out, qui se pose vraiment assis sur une chaise, qui regarde l'extérieur et qui ne peut plus rien faire, qui ne peut plus bouger, qui n'a pas la force. Alors des fois je le fais quand même, vous voyez, je me prépare à manger, je m'occupe quand même, je fais des choses. Mais c'est au prix d'un coup de fouet que je me donne. Parce que moi, personnellement, j'ai vraiment envie de rester posée comme ça et regarder les oiseaux passer, le soleil passer dans le ciel. Et oui, parce que c'est vrai que je suis au Maroc et ça, par contre, ça me fait du bien. Le temps est exceptionnellement beau à cette saison. Normalement, il fait déjà beaucoup plus froid et là, il fait encore très, très beau dans la journée. Le soir, il commence tout juste à faire froid. Mais il y a encore beaucoup de soleil et je vois la nature, les arbres, les feuilles vertes. Et ça me fait du bien. Voilà. Donc j'en suis là. Donc cette vidéo est quand même pour vous dire à toi qui m'a écouté là, qui est arrivé jusqu'au bout de cette vidéo, que peut-être je vais mettre du temps pour enregistrer d'autres vidéos parce que là je crois que je souffre. Vraiment. Et que je me sens pas tellement peut-être le droit de vous raconter tout ça. J'ai un mélange de colère et de tristesse. Je sais pas si ça sert à quelque chose que je vous raconte tout ça. Je sais pas non plus si ça va être accueilli
avec bienveillance et je suis assez mal comme ça. J'ai pas envie de prendre des coups supplémentaires. Et je ne peux pas revenir en arrière non plus. Donc là, je suis un peu au milieu de nulle part, quoi. Voilà, merci beaucoup, beaucoup de m'avoir écouté. Merci beaucoup depuis le début d'être avec moi sur cette chaîne. Merci beaucoup pour les pouces que vous mettez sur la vidéo. Je suis encore persuadée que ça peut aider d'autres personnes. J'espère vraiment que ça peut aider d'autres personnes. Certains d'entre vous me l'ont dit, ils m'ont vraiment réchauffé le cœur. Et que nous puissions ne pas être seuls en fait. Voilà. Alors, je vous fais des gros bisous. J'espère pouvoir revenir sur cette chaîne bientôt. Peut-être que oui, on ne sait jamais. C'est tellement fluctuant. En attendant, je vous demande de prendre soin de vous. Et surtout, si vous avez envie de me laisser des commentaires, faites-le. Ça me fait énormément de bien et plaisir aussi. À bientôt.